Au Burkina Faso, l'ex-président Blaise Compaoré, condamné à perpétuité pour l'assassinat de l'ancien président Thomas Sankara. Notre invité est lui, Magloire Kemayo, vous le connaissez, il est journaliste et écrivain. Lui, bonjour, merci de répondre à notre rendez-vous. Vous allez bien? Ça va, merci de l'invitation. Les trois principaux accusés de l'assassinat de l'ex-président du Burkina Faso, Thomas Isidore Sankara, en 1987, dont l'ancien chef de l'État Blaise Compaoré, ont été condamnés mercredi à la prison à perpétuité par le tribunal militaire de Ouagadougou. Outre M. Compaoré, les deux autres condamnés à prison à vie sont le commandant de sa garde à l'époque des faits Yasset Kafando et le général Gilbert Diendéré, un des chefs de l'armée lors du putsch en 1987. Lui, Magloire Kemayo, on peut dire que c'est un procès historique. Oui, c'est un procès historique parce que remettons cela simplement dans le contexte de l'actualité brûlante que nous avons actuellement, qui est celle de l'Ukraine. C'est un procès qui est également le procès de la guerre froide. Rappelons-nous, en 87, le mur de Berlin n'est pas encore tombé. Or, on a à cette époque-là deux camps dans lesquels il faut s'aligner. Soit vous êtes avec les capitalistes et ils vous protègent, soit vous êtes du côté du pacte de Varsovie et ils vous protègent. Et Sankara, à cette époque-là, était quand même le président d'un pays qui appartenait à la partie france-africaine de ce système-là. Et donc, s'il a été tué, c'est aussi parce qu'il n'a pas eu suffisamment de protection de la part de ces systèmes-là et que ce qu'on a eu comme assassinat de dirigeants africains pendant la période de lutte pour la décolonisation et également au lendemain des indépendances, c'est exactement ce procès-là qui est en train de se faire aujourd'hui à travers celui de Thomas Sankara. Mais pour le moment, on s'est limité aux exécutants, ceux qui l'ont tué directement. Mais si on devait remonter le fil, je pense qu'il y a beaucoup d'autres complicités qu'on devrait lever et qui devraient expliquer que la période qui a précédé la chute du mur de Berlin a été beaucoup moins rose et beaucoup moins idéale qu'on ne l'a présenté et que les victimes ont souvent été des défenseurs de la liberté, des défenseurs de la décolonisation, des défenseurs de la lutte contre toutes les formes d'impérialisme qui ont existé jusqu'à cette période-là. Et parmi ces lutteurs-là, on a Thomas Sankara qui a malheureusement payé de sa vie. Alors, parmi ces trois personnes condamnées à perpétuité, il n'y a que le général Gilbert Diendéré qui a participé au procès. Quand on écoute Maître Sûr, qui est l'avocat de Blaise Compaoré, c'est que son client n'a pas été invité. Est-ce que vous pensez sérieusement que c'est un argument qui tient la route? C'est-à-dire à supposer même que l'invitation n'ait pas été envoyée à M. Blaise Compaoré. Est-ce qu'il ne se sent pas suffisamment redevable à la fois à son ami, puisque c'était son compagnon de lutte au sein de l'armée? Ils se sont formés, que ce soit au Cameroun ou à Madagascar, et après, plus tard, sont entrés dans l'armée comme des officiers de rang supérieur. Ils ont quand même cette amitié qui fait qu'ils devaient participer à ce procès des assassins de Thomas Sankara. C'est la première chose, ne serait-ce qu'au nom de l'amitié qui les liait. Ensuite, la deuxième chose, c'est par rapport au peuple burkinabé lui-même qu'il a présidé pendant plus d'une vingtaine d'années. Il leur doit cette vérité-là. La rectification qu'il a faite s'est bâtie sur le renversement de Thomas Sankara. Et donc je crois qu'il ne peut pas aujourd'hui estimer simplement que comme il a réussi à s'enfuir, comme il a été chassé par le peuple burkinabé et qu'il s'est retrouvé en Côte d'Ivoire, le pays de son épouse, dont il a pris la nationalité, et qu'on ne l'a pas invité, il ne viendra pas témoigner au procès de celui qui le considérait comme son frère. Donc je crois que ce n'est pas un argument sérieux et qu'on devrait prendre les choses beaucoup plus sérieusement que cela par rapport à l'impunité et par rapport à une perspective de réconciliation que pourrait présenter ce procès si la vérité était enfin dite et qu'après les gens s'entendaient pour dire ok, nous allons partir de l'avant par rapport à tout ce qu'il s'est passé, nous nous sommes dit la vérité, nous nous sommes pardonnés et maintenant nous nous tournons vers l'avenir pour bâtir un pays meilleur. Il n'y a pas que lui, il y a également Yasset Kafando, lui aussi serait en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas où il est précisément, je ne sais pas pourquoi il continue de fuir, mais ce qui est certain, c'est que sa responsabilité est beaucoup moins lourde que celle du président Blaise Compaoré, même si pour le moment ils étaient considérés comme présumés innocents et qu'ils ont été jugés par contumace. Le fait est que sa responsabilité au final est beaucoup moins lourde que celle du président qui a succédé à Thomas Sankara. Alors, le Magloire Kebayo, c'est vrai que ce procès est important pour l'histoire
qu'est-ce que ça va changer dans la vie politique actuelle de ce pays qui vit des moments difficiles? Je ne pense pas que cela va changer radicalement quelque chose par rapport au cours de la vie politique au Burkina Faso. En revanche, ça prouve quelque chose. Quand nos pays étaient souvent en crise, tout le système de l'État était paralysé. Là, nous voyons un pays qui est encore dans un processus de coup d'État inachevé, puisque le pouvoir n'a pas encore été remis aux civils, mais dont une partie des institutions continue de fonctionner, en l'occurrence la justice. Et cela se fait par rapport à un dossier qui est quand même un dossier très sensible, le dossier de l'assassinat de l'un des plus jeunes et des plus prometteurs des présidents africains, Thomas Sankara. Et donc, je crois que ça, il faut déjà le saluer. Ça pourrait paraître banal dans un pays normal, dans un pays où tout fonctionne correctement, mais dans un pays qui fait face au terrorisme aujourd'hui, au djihadisme, qui fait face à toutes les autres contraintes liées par exemple à cette lutte contre le coronavirus et d'autres crises qui s'abattent sur lui, la conséquence de la guerre en Ukraine menée par la Russie, dans ce contexte-là difficile, le pays réussit quand même à se remettre sur ses pieds au niveau de la justice. Je pense qu'il faut déjà le saluer et espérer qu'il continuera ainsi jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel normal. Alors, il y a également Gilbert Diendéré qui purge déjà 20 ans de prison pour son coup d'État de 2015. Il est resté serein, visiblement. Quand on le voit, il est égal à lui-même. Oui, parce que je crois que même si le coup d'État ne se fait pas seul et qu'il y a de nombreuses complicités, d'une part c'est un militaire, donc il a cette discipline qui fait que par moments il peut contenir ses émotions, et puis de l'autre côté, il sait qu'il n'est qu'un élément parmi tant d'autres qui ont réussi, qui ont permis la réussite de ce plan macabre et cet assassinat de Thomas Sankara et de nombreux autres officiers. Donc pour lui, il a aujourd'hui son avenir plus derrière lui que devant, et je ne vois pas pourquoi il devrait trembler par rapport à un verdict auquel il s'attendait quelque part. Alors, vous pensez qu'un jour, Blaise Compaoré puisse revenir au pays et répondre? J'espère que Blaise Compaoré aura le souci de retourner à la fois devant la justice de ce pays qu'il a présidé et surtout d'aller sur la tombe de son frère Thomas Sankara pour dire la vérité. Mais je crois que par-dessus tout ce qui est important ici, que l'on parle de peine exemplaire, de procès exemplaire et tout ce que l'on veut, ce qui est important ici, c'est que nous comprenions ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et comment est-ce qu'on pourrait éviter ces choses-là dans l'avenir. Thomas Sankara a porté énormément d'espoir. Il était l'un des plus jeunes présidents de son époque. Il n'a pas eu 5 ans pour diriger son pays. Pourtant, il a laissé une empreinte et il a positionné son pays sur la carte du monde à telle enseigne qu'on a l'impression qu'il a toujours existé au Burkina Faso et qu'il n'est jamais mort. Donc je crois qu'à ce prix-là, à ce titre-là, le président Compaoré aussi devrait se hisser à la hauteur de l'événement et des enjeux pour retourner au Burkina Faso, quitte à faire de la prison, mais donner sa part de la vérité, sa part de l'histoire et rendre compte aux Burkinabés et aux Africains qui attendent que cette vérité soit dite. Alors, il faut dire que le terminus aussi de ce procès a eu lieu sous une junte militaire au Burkina Faso qui a prêté serment devant la Cour constitutionnelle. Ça a été l'un des arguments des partis. Oui, mais si on veut juste dire que les gens ne sont pas légitimes pour rendre la justice, on peut le dire. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas exprimer la vérité. Que vous soyez en face d'un diable ou du bon Dieu, la vérité reste la vérité. Votre part de vérité ne sera jamais autre chose que votre vérité à vous. Et donc, qu'on l'entende et qu'on soit d'accord avec ou pas, vous l'avez déjà exprimé. Et tant que vous ne l'avez pas exprimé, on est dans l'attente, on est dans l'expectative et on est dans la frustration de ne pas connaître la vérité. Alors, au-delà du Burkina Faso, qu'est-ce que ce procès peut apporter pour, au premier abord, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique tout entière? Je crois que ça permet de comprendre que l'impunité, d'une part, ne peut plus exister, qu'on ne peut plus aujourd'hui s'abriter derrière le fait que, par exemple, il y a eu prescription pour pardonner des choses qui ont été faites, des choses aussi graves comme l'atteinte à la vie de personnes parce qu'elles avaient des idées novatrices qu'on ne comprenait pas ou avec lesquelles on n'était pas d'accord. C'est le premier message pour moi qui est très important parce que la lutte pour l'indépendance nous a fait perdre beaucoup de combattants de la liberté qui ne reviendront jamais à la vie, qui n'ont pas été jugés et dont on ne fera jamais le procès des assassins. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la jeunesse africaine s'est battue comme l'ont fait les pères des indépendances, mais ont été parfois prises dans le carcan
des relations internationales dont nous parlions au début, c'est-à-dire celle de la guerre froide, où par moment on pouvait étouffer au nom des intérêts supérieurs de l'État et des partenaires de l'État certaines velléités qui semblaient pour le moment ne pas convenir à certaines personnes. C'était le système de la France-Afrique dans le cas du Burkina Faso de Thomas Sankara. Et donc il a été victime de cela. Il faudrait que cela ne se produise plus. Et quand nous regardons aujourd'hui l'Ukraine et la Russie et que certains se disent je prends parti pour l'un ou pour l'autre, il faut d'abord se remettre dans la perspective historique du continent africain où nous avons subi et continuons par moments de subir exactement la même chose et se dire que ces choses-là se sont produites et nous devrions nous battre pour que cela ne se reproduise plus jamais. Si nous avons une idée de notre pays, une haute idée de notre pays et que nous souhaitons que cette idée-là se réalise, prenne corps et permette à nous ainsi qu'aux générations à venir de trouver un pays meilleur, on ne devrait pas être tué pour ça. Nous aimons tous notre pays, nous pouvons juste nous tromper par moments sur les réponses à apporter quant à la manière de le bâtir, mais on ne peut pas tuer quelqu'un juste parce que son idée est différente de la nôtre ou qu'elle est en compétition avec la nôtre et que nous ne sommes pas sûrs de lui. Et donc par conséquent, pour être tout à fait certain d'avoir raison, on l'envoie dans un cimetière. Je crois que c'est la première leçon, la plus importante d'ailleurs, à retenir de cela. La deuxième, c'est que une fois qu'on a dit tout cela, l'héritage lui-même n'a pas été fructifié. Il y a aujourd'hui beaucoup d'Africains qui se réclament de Thomas Sankara, qui par moments citent des maximes qu'il a avancées pendant qu'il était vivant, mais ne savent même pas qu'elles sont de lui. Et donc ça nous amène également à penser que nous n'avons pas inventé la roue. Par moment, il faut aller à la source de ceux qui se sont battus, de ceux qui ont promu certaines idées dont nous pourrions nous inspirer aujourd'hui pour faire mieux. Il faut s'inspirer souvent des expériences passées pour faire ce que nous n'arrivons pas aujourd'hui à trouver comme réponse aux événements auxquels nous faisons face, aux situations face auxquelles nous avons l'impression d'être dépourvus à la fois d'idées et de soutien. Alors, certains parlent de complots tous azimuts. On a cité la France, on avait cité également la Côte d'Ivoire, la Libye. Les gens ont même parlé du Togo. Vous avez eu écho? Oui, comme je vous le disais, c'est un système intégré à l'époque qui faisait qu'on pouvait écraser des gens qui étaient soit faibles parce qu'ils n'appartenaient à aucun des camps qui étaient en lutte, soit parce que l'intérêt supérieur de certaines choses qui étaient fragilisées l'imposait. Et dans le cas de l'assassinat de Thomas Sankara, beaucoup ont pensé que le Togo aurait pu avoir un intérêt, étant donné qu'avec Jerry John Rawlings, Thomas Sankara faisait partie des jeunes officiers et des jeunes présidents qui aidaient souvent les mouvements de libération et les mouvements politiques par moments qui voulaient prendre le pouvoir par la force à atteindre leur fin. Et donc à ce titre-là, certains se sont dit le Togo a dû avoir intérêt et donc s'est allié avec certaines personnes pour le renverser afin de garantir la sécurité du pouvoir de ceux qui étaient là. Pour le moment, je n'ai aucune démonstration de cela. Pour le moment, je ne peux pas étayer cela. La deuxième hypothèse qui a également été soulevée est celle de la Côte d'Ivoire, celle d'une rivalité avec le vieux Houphouët qui se sentait par moments beaucoup plus france-africain. D'ailleurs, l'expression France-Afrique a été fabriquée par le président Houphouët-Boigny et cela symbolisait pour lui le lien de continuité qu'il devait toujours y avoir entre la France et ses anciennes colonies. C'était presque un lien de subordination dans son esprit. Mais pour beaucoup, ce n'était pas normal. Et parmi ces gens qui constituent la majorité, il y avait Thomas Sankara qui estimait qu'il fallait être complètement décomplexé par rapport aux relations qu'on entretenait avec l'ancienne puissance coloniale. Et donc, à ce titre-là, la guerre au Libéria a été un moment très important puisque beaucoup d'officiers qui ont servi à l'époque auprès de Charles Taylor se sont formés en Libye et que de la Libye, il y a eu une alliance avec Houphouët-Boigny pour permettre à ces personnes-là de rentrer et de faire le sale job. Et donc c'est comme ça, de mon point de vue, que cela s'est passé. Et si je le dis avec autant d'assurance, c'est qu'il y a Prince Johnson qui a fait une révélation à un journaliste italien et qui allait dans ce sens-là. Après, vous me direz qu'il l'avait dit en estimant que tous les micros étaient éteints et que personne n'entendrait cela au-delà de la personne qu'il avait en face de lui. Mais c'est une révélation qu'il fait. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que la France, et quand on dit la France, ce sont les autorités françaises de l'époque, c'est pas tout le peuple français qui s'est ligué pour tuer Thomas Sankara. Ce sont les autorités françaises de l'époque ont
d'une certaine manière, contribue à cela. Maintenant, il y a un accès aux archives qui va être autorisé. Espérons que l'accès à ces archives-là nous permette d'établir la vérité, peut-être de disqualifier cette hypothèse dont je vous parlais, mais en tout cas, il faudrait que toute la vérité soit dite et j'espère que les preuves n'ont pas toutes été détruites parce que parfois, si on vous ouvre l'accès aux archives et que les documents les plus compromettants ont déjà été expurgés, vous n'aurez aucun élément qui vous permette d'avancer dans votre enquête. Alors, en parlant de Blaise Compaoré, vous avez parlé entre-temps en off surtout de l'ancien président centrafricain Bokassa qui est revenu au pays pour répondre devant la justice. Est-ce que Blaise aussi doit forcément faire de même? Je crois qu'il devrait, s'il respecte la mémoire de Thomas Sankara, s'il respecte le peuple burkinabé qui lui a fait confiance, de gré ou de force, peu importe, mais qui lui a fait confiance pendant de nombreuses années pour le diriger, il devrait rentrer et exprimer sa part de vérité. Ça, Bokassa l'a fait alors qu'il avait été renversé, pour le coup, par un président français, Valéry Giscard d'Estaing, et qu'il était qu'il était réfugié en Côte d'Ivoire, qu'il avait été condamné par contumace et que personne ne souhaitait le voir revenir en République centrafricaine, mais qu'un spectre, un large spectre d'accusations planait sur lui. Il a estimé que pour son honneur, pour sa dignité et pour la manifestation de la vérité, il fallait qu'un nouveau procès se tienne. Et donc, il a fait des pieds et des mains pour rentrer à Bangui, redonner sa part de vérité, avoir droit à ce procès. Et finalement, le procès a eu lieu. Il a exprimé sa part de vérité. Le dossier a été clos. Si le président Compaoré estime qu'il est diffamé, qu'il est injustement traité par rapport à son frère Thomas Sankara, dont il est quand même l'artisan de l'arrivée au pouvoir. Parce que quand Thomas Sankara arrive au pouvoir, c'est parce que ses frères d'armes de Pau, de la caserne de Pau, dirigés par Blaise Compaoré, font le coup d'État et vont le chercher pour diriger le pays. Donc, s'il a du respect pour la mémoire de ce frère d'armes, de ses camarades d'armes, et pour les Burkinabés, je ne veux pas étendre cela à tous les Africains, je crois qu'il est important que le président Blaise Compaoré rentre au Burkina Faso et qu'il donne sa part de vérité et qu'il participe de façon active au processus de réconciliation de tout le peuple burkinabé. Mais a priori, au Burkina Faso, on pense déjà qu'il est condamné. On a l'impression que même dans la rue, Blaise Compaoré est condamné dans les têtes. Ce n'est pas ce qui rend complexe cela. Je ne sais pas si ça rend complexe, mais s'il rentrait, moi je suis convaincu d'une chose, c'est que en Afrique, même s'il y a aujourd'hui beaucoup de mouvements extrémistes qui prennent racine, les gens savent pardonner. Ils sont capables, quand vous leur montrez des signes de sincérité, de vous comprendre et même d'avoir de la compassion pour vous. Et je crois qu'au regard de l'âge avancé du président Blaise Compaoré, s'il rentrait aujourd'hui en donnant des garanties, en donnant au moins des signes qu'il veut participer à la manifestation de la vérité, faire repentance et contribuer à la réconciliation de tous les Burkinabés, je ne vois pas comment est-ce qu'il serait accueilli autrement que comme le président qu'il a été, pour lequel aujourd'hui, même si on n'est pas d'accord avec le bilan, on a au moins le respect de la fonction qu'il a occupée et le respect de l'âge qui est le sien. Dans tous les cas, on voit l'envie de presque tous les Burkinabés, l'envie là surtout d'aller à la réconciliation. D'ailleurs, on le voit dans le gouvernement actuel où le ministre de la Cohésion sociale était un proche de Blaise Compaoré. Non, mais la rectification n'a pas été l'élimination systématique de tout le monde, hein. C'est-à-dire que tout ce que nous avons aujourd'hui au Burkina Faso, à commencer par le président Compaoré lui-même et tous ceux qui ont succédé, appartiennent tous à la famille sankariste. Ce sont des enfants plus ou moins légitimes de Thomas Sankara. Et après, ce sont juste des Burkinabés. Donc, même si on crée des chapelles pour dire que certains sont plus proches les uns des autres que ne le sont les gens du camp d'en face, ça reste quand même la même famille. La nation n'est pas encore aussi forte qu'on l'aurait souhaité, mais c'est un processus qui est long et je crois qu'il faudrait se mettre dans cette dynamique-là, celle de bâtir une nation forte et permettre à tous les enfants de cette nation de travailler ensemble à la fois pour son développement, pour sa gloire et pour sa réconciliation. Dans tous les cas, cette réconciliation est indispensable pour le Burkina actuellement. Est-ce que vous pensez que les autorités de la transition vont aller loin, peut-être gracier le président, l'ancien président Blaise Compaoré, permettre à tous ceux-là qui sont condamnés de pouvoir jouer un grand rôle dans cette réconciliation? Je crois que ce serait une erreur. De la part de la junte ou bien même
J'aime pas le terme junte parce que ça renvoie pas à quelque chose de positif. C'est une façon très péjorative d'appeler les gens qui personnellement ne me convient pas. Je crois qu'il faut dire les autorités actuelles, elles n'ont pas la légitimité pour le faire. Elles sont arrivées au pouvoir par un coup d'État et si elles se mettent à distribuer des grâces, elles peuvent se permettre de le faire, mais elles ne seraient pas légitimes. Ça pourrait être très vite contesté si jamais le pouvoir changeait demain. Donc je crois que ce n'est pas quelque chose qu'ils devraient avoir aujourd'hui comme priorité dans leurs actions. En revanche, ce qu'ils peuvent faire, c'est envoyer suffisamment de signaux vers les juges, vers la CEDEAO, la Cour de justice de la CEDEAO, la Cour de justice de l'Union africaine, pour qu'ils comprennent qu'on est dans une dynamique qui n'est pas uniquement celle de sanctionner, mais de faire de la pédagogie et de la pédagogie en vue de bâtir mieux, de faire la réconciliation et de continuer la marche en avant du pays. Alors, donc vous pensez qu'un autre gouvernement peut le faire, celui légitime? Je crois qu'il faudrait que le gouvernement qui fera ça soit issu des urnes, qu'il ait la légitimité populaire et qu'il se permette donc au nom du peuple de gracier les uns ou les autres, ou les uns et les autres. Alors, le Magloire Kemayo, l'avenir du Burkina Faso à partir de cette condamnation? Non, je ne crois pas que c'est cette condamnation qui va changer quelque chose. L'histoire, le cours de l'histoire au Burkina Faso. Je ne le pense vraiment pas. En revanche, ce que je crois, c'est que ça ouvre une fenêtre pour se replonger dans le passé. C'est une espèce de regard dans le rétroviseur en vue de mieux partir. C'est un moment de l'histoire qui arrive alors que le pays est quand même très très ébranlé par le terrorisme, qu'il est également ébranlé au-delà du terrorisme par la rupture de la continuité historique, enfin de l'ordre constitutionnel, pardon, excusez-moi. Je crois qu'il y a tout ça qui entre en ligne de compte et qui fait que nous pouvons estimer que le seul point positif que peuvent apporter les autorités actuelles militaires, qui sont des putschistes, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est créer les conditions qui permettront au pays de se relever sur tous les plans. D'abord, en créant les conditions pour que l'ordre revienne rapidement, l'ordre constitutionnel revienne rapidement et que les autorités qui viendront trouvent des dossiers suffisamment bien débroussaillés pour aller vite dans les prises de décision qui s'imposeront une fois qu'ils auront pris le pouvoir. Alors, une fois qu'ils auront pris le pouvoir, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau, le Magloire Kemayo. Plaisir partagé. D'autres choses à ajouter peut-être? Non, je crois qu'il y a souvent beaucoup de choses qui sont dites sur le fait que les pays africains, par exemple, ne sont pas capables de rendre la justice. Et c'est donc pour cette raison que beaucoup d'Africains, de ressortissants africains, voire de dirigeants africains, sont traînés devant les tribunaux internationaux. Mais c'est comme le vélo. Si vous n'apprenez pas à le faire, vous ne pourrez pas faire du vélo de façon autonome à 10 ans, à 15 ans ou même beaucoup plus tard. Et donc la seule façon de rendre les justices africaines robustes et capables de se comparer aux justices des autres pays, c'est de leur confier des dossiers. C'est par moment de les assister dans le traitement de ces dossiers-là, mais en rien de dire, parce qu'elles ne sont pas prêtes, elles ne devront pas juger. Il faudra que ce soit jugé par des autorités beaucoup plus compétentes et beaucoup plus indépendantes. Ce n'est pas une bonne solution et j'espère qu'avec ce dossier Sankara, mais avant il y avait eu le dossier aussi de Hissène Habré au Sénégal, j'espère qu'avec cette suite de procès qui sont en train d'être organisés sur le continent africain, il y aura une plus grande confiance dans les acteurs de la justice en Afrique et que cela permettra, au bout d'un certain temps, de faire davantage confiance aux justices africaines. Et la justice, de mon point de vue, c'est la pierre angulaire de toute la construction de l'État. Alors, une autre chose, si vous le permettez, vous parlez de l'héritage laissé par Thomas Sankara pour les jeunes, surtout les petits qui nous suivent actuellement. En quelques lignes, qu'est-ce qu'il a laissé concrètement? Je crois que Thomas Sankara a eu une attitude et les panafricanistes d'aujourd'hui, comme je le disais, s'inspirent beaucoup de lui sans souvent comprendre toute la profondeur et l'idée surtout de précurseur qui était les siennes. Tout d'abord, la fin des impérialismes, quels qu'ils soient. C'était pour lui quelque chose de fondamental. Il ne fallait pas avoir de complexe vis-à-vis des autres partenaires, même s'il s'agissait des anciens colons. C'est la première idée. La deuxième idée, c'est que quand vous êtes dans un pays et que vous êtes capable d'acheter du champagne, pensez que par moment, si le peuple a de l'eau, ça vaudrait mieux pour la majorité
que d'avoir du champagne pour une minorité. Ce sont des idées qui paraissent souvent simples à exprimer, qui sont faciles à relancer dans un débat pour faire intéressant pendant un dîner. Mais je crois qu'il faut véritablement revenir sur toutes ces choses-là, la place de la jeunesse. Il n'a pas seulement été, lui, un jeune prometteur, il a essayé de faire comprendre à tous les autres jeunes que le travail, l'héritage dont il dispose n'est pas fait pour être dilapidé. Ce n'est pas un gâteau qu'on consomme, c'est plutôt une graine qu'on vous confie et que vous devez mettre en terre pour qu'elle produise davantage. L'héritage que nous avons reçu à travers les indépendances de nos pays ne doit pas se limiter au fait d'avoir un passeport, un drapeau et peut-être une monnaie, c'est ce qui serait suffisant. Non, je crois que ça doit aller beaucoup plus loin que ça. Nous devons fructifier cet héritage-là. C'était son autre invitation. Et il y a la place de la femme qu'il défendait également, et il estimait que ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on doit avoir une place moins importante dans son foyer, dans son pays, voire sur le continent. Il y a une dernière idée qui est aujourd'hui très à la mode, c'est celle de l'écologie également. Ouais. Ce sont des choses qu'il défendait et qui font qu'aujourd'hui, quand on réécoute les discours de Thomas Sankara, on a l'impression qu'il est en train de nous parler aujourd'hui des situations actuelles et que les réponses qu'il apporte sont les réponses d'aujourd'hui, qu'elles sont innovantes. Pourtant, ça fait des années qu'il en parlait et que certains estimaient que soit c'était illusoire, soit c'était quelque chose qui n'était pas adapté par rapport au développement du continent à ce moment précis. Mais je crois que c'est un travail qui doit être fait à la fois au sein de nos universités, au sein de nos familles, au sein de nos familles politiques, pour que ces idées qui ont servi, qui auraient pu servir au développement du continent africain, et notamment au niveau du Burkina Faso, impriment au-delà du Burkina et deviennent des idées qui permettront à la fois à notre continent et au reste du monde, pourquoi pas, de comprendre que le rendez-vous du donner et du recevoir n'est pas que celui uniquement de l'Afrique qui reçoit et de l'Occident qui donne, mais où tout le monde peut donner et tout le monde peut recevoir. Le Magloire Kemayou, merci beaucoup à vous. Merci. Vous êtes journaliste et écrivain. La pause, le journal, et on se retrouve derrière avec nos invités pour Regard Croisé.